l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Liberty Raka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour et bienvenue dans Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM. Franck Azema devrait-il faire tourner son effectif face à Bordeaux? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. À mes côtés pour y répondre, Christophe Buron, Fred Vernat et Manuel Caillot. Bonjour messieurs. Salut Greg. Bonjour. Salut Greg. Les top flops bien sûr, l'info de la semaine on y parlera d'un Toulousain bientôt Clermontois et puis le quiz pour terminer. Mais d'abord cette question, est-ce que Franck Azema devrait faire tourner face à Bordeaux? Christophe? Oui, non? En rapide? Ouais. Ah, je pense qu'il faut qu'il fasse tourner, oui. Oui. C'est oui, a priori. Oui. Et Non. Non et Oui, mais. très bien, on a trois avis complètement différents. Pourquoi oui Christophe? Parce que derrière, il y a une échéance qui est beaucoup plus capitale et je dirais presque décisive dans le bilan général de ce début de saison, qui est la venue de Lyon. On voit depuis le début de saison que Franck Azema utilise beaucoup les mêmes joueurs. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu sur les rotules tout de suite. Et puis il l'a d'ailleurs annoncé dès samedi soir que ça serait le but recherché en faisant un peu de turnover, ça serait aussi de servir un peu la concurrence. Et je pense notamment à certains jokers Coupe du Monde qu'on n'a pas encore trop vu. Donc rien que pour ça serait intéressant qu'il fasse tourner, sachant qu'il n'y a pas un impératif de victoire à Bordeaux, dans la mesure où ils viennent de rétablir, après les deux faux pas qu'on connaît, ils ont rétabli en allant gagner à Paris en battant Montpellier. Ils sont vraiment enlevés de la pression par rapport à ce résultat. Donc il n'y a vraiment plus l'obligation de résultat en allant à Bordeaux. Avant que tu dises non, et pourquoi tu dis non Fred, juste on va regarder le calendrier de la SM, effectivement ils reçoivent Lyon, mais après il y a quand même une bonne période de repos pour les Clermontois, il y a une possibilité de 3 semaines pour se régénérer. Est-ce qu'on ne devrait pas faire le forcing Fred, jouer à fond contre Bordeaux puis jouer à fond contre Lyon puis Justement, se tu régénérer m'as enlevé ensuite. mon argument, mais Pardon, c'était celui-là. Effectivement, il y a matière à se reposer derrière ces échéances. Donc pourquoi faire tourner une équipe qui vient de gagner? Il me semble que la dynamique de la victoire, c'est quelque chose d'important dans le sport. Alors après, tout dépend comment on interprète la question. Tourner, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est remplacer 2 joueurs? Est-ce que c'est faire un turnover complet, c'est-à-dire faire 10 changements? Je ne suis pas sûr que l'ASM d'ailleurs a la possibilité de réaliser dans l'état actuel des effectifs 10 changements. Si c'est pour reposer 1 ou 2 cadres, effectivement, ça me semble tout à fait logique. Faire tourner, clairement, non. Et d'ailleurs, petite précision, tu parlais d'échéance capitale, la réception, tu l'as qualifié d'échéance capitale, la réception du Loup. Qu'est-ce qu'elle a de plus capital finalement que d'aller à l'UBB? On se rend compte... Parce que c'est à la maison et que c'est... Mais ça franchement, pour moi, il faut en sortir de ce schéma-là. On se rend compte aujourd'hui que dans le top 14, on va gagner partout. Les équipes perdent à domicile. C'est fini l'époque où il fallait absolument tout gagner à domicile et puis aller décrocher 1-2 succès à l'extérieur. On est complètement sorti de ce schéma-là. C'était pas qu'il fallait, c'est que les équipes qui se déplaçaient n'avaient pas l'état d'esprit pour venir forcément faire des coups et se mettre sur le toit. Ouais, et on a vu, le Pôle l'a montré récemment d'ailleurs au Michelin. Maintenant, on joue partout. Et le Racing l'a montré à Pau. Oui, mais Pau... Avec cette défaite face à Pau, effectivement, l'ASM, dans sa tête, ne voudra pas perdre une deuxième fois chez elle cette saison. Donc oui, c'est pour ça que, en plus, ce match face à Lyon, voilà, mettra seulement les bouchées doubles. Alors tu disais oui, mais toi Manu, pourquoi mais alors? Je rejoins un peu Fred. Je pense qu'il ne faut pas effectivement, comme le disait Fred, changer toute l'équipe. D'abord, je pense pas dit ça non plus. Hein. Oui. Quand on parle de changement. Je pense que le staff n'a pas les moyens humains aujourd'hui pour le faire. Je pense qu'effectivement, il faut opérer certains changements, mais garder malgré tout une certaine ossature. L'ASM a gagné ce week-end. Je pense qu'il va falloir... Alors, dans la continuité de ce qu'elle a pu montrer face à Montpellier, Franck Azema et le staff vont vouloir que l'équipe puisse enchaîner. Donc c'est pour ça qu'il va falloir garder une certaine ossature. À certains postes, notamment à l'ouverture, il n'y a pas 50 solutions non plus. Alors justement, on va faire un point sur les joueurs qui ont joué et ce qu'ils ont joué depuis le début de la saison. On va regarder que en fait, Fritz Lee a joué 6 matchs pour 438 minutes. David Zirakashvili, lui, a joué 5 matchs pour 293 minutes. Jack McIntyre a joué 6 matchs pour 434 minutes. Timani, lui,
a joué 6 matchs pour 399 minutes, mais il y a d'autres joueurs qui ont joué aussi beaucoup. C'est le cas de Paul Gédrasiak, 6 matchs 398 minutes. Concorier, 6 matchs 435 minutes. Concorier, il a joué quasiment autant de temps que McIntyre quand même. Moala, 6 matchs 425 minutes. Et puis Nika Bendanon, 6 matchs 430 minutes. Ça fait 8 joueurs quand même qui ont été ultra sollicités par le staff depuis le début de saison. Ouais, mais il y a certains postes effectivement où le turnover pourra s'effectuer. Je pense que la belle entrée de Falatea au poste de pilier droit peut pousser le staff à le titulariser à Bordeaux, à la place de David Zirkashvili, effectivement, qui a beaucoup joué. Après, j'en reviens encore à l'ouverture. C'est vrai qu'il y a la possibilité de mettre Marc Palmier, qui n'a pas encore débuté de match en pro. N'est-ce pas l'occasion, n'est-ce pas l'occasion, messieurs? Ou alors de mettre Toyava dans un 15 de départ. Alors évidemment, c'est pas un cadeau que d'aller peut-être à Bordeaux, mais c'est au moins c'est un test révélateur peut-être pour ce garçon, qui en plus a montré quelques petits signes de fébrilité quand il est rentré contre Montpellier. Il y a eu une action malheureuse. Dans un match sous presque malheureuse. Dans un match ce ballon qui sauve de la touche et qui peut remettre de un essai. Quoi. Et puis cette pénalité qui passe assez largement à côté, qui est voilà, donc qui est peut-être un signe aussi un petit peu de pression supplémentaire dans sa tête. Donc le faire débuter dans un match à l'extérieur, c'est peut-être la solution aussi de... Il faudra un buteur d'ailleurs. En fait, on parlait d'ouverture, il faudra un buteur. Est-ce que la vraie solution, est-ce que la vraie solution pour intégrer un jeune, c'est pas plutôt de le faire jouer 35 minutes en fin de match, dans un match où... Oui, mais ça fait 6 matchs qu'il fait comme ça, et bien entouré. Qu'il est remplaçant. Ouais. Il faut bien un moment qu'il se lance un petit peu. Je pense qu'il y aura moins de pression pour lui de le mettre à l'extérieur que de le mettre à domicile. Voilà, ça, c'est une certitude. qu'il prenne ses choses. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui se produit souvent. Hein. Après, ça va être du cas par cas, les changements. Vous avez fait l'état des lieux des temps de jeu un peu de tous ces joueurs. Il y a des postes où ils sont embêtés en deuxième ligne. Timani et Jadrek ont beaucoup joué, mais derrière c'est un peu tout de suite. Timani avait déjà beaucoup joué l'année dernière, il avait beaucoup joué, quasiment le temps de jeu. Il s'est fait nettoyer le genou à l'intersaison, donc il a eu une préparation un peu tronquée. C'est vrai qu'il mériterait qu'on le mette un peu à l'herbage, mais il n'y a pas trop. Il n'y a pas trop de solutions. Bon, je pense qu'on va revoir l'anglais Georges Méric, mais est-ce qu'ils le feront débuter je ne sais pas. Fritzi apparemment ne devait pas trop jouer contre Montpellier parce qu'il avait un petit problème d'épaule qui s'est fait. Il a pris une secousse à Paris. Je revois l'action d'ailleurs. Il a bien fait d'être là contre Montpellier. Je pense que mais il a bien fait d'être là. Il valait mieux qu'il soit là. Est-ce que lui aussi ils vont pas avoir la tentation de le mettre au repos? Alors après il y a en numéro 8, il y a Levavé. Mais Levavé me paraît être plus un impact player qu'un véritable leader dans un 15 de départ. Il y a Julien Ruot éventuellement. Après, on a vu avec les espoirs ce dimanche, qui a marqué un essai d'ailleurs. Je pense que c'est aussi le moment d'ouvrir peut-être un peu le groupe à quelques jeunes. Et puis également, il y a les. Alors Levavé en fait partie, mais à d'autres postes, il y a les frères Lana. Ouais. Mais tu penses à qui alors, Joker Coupe du Monde? Joker Coupe du Monde, pourquoi pas faire débuter un Rudy Page qui n'a pas débuté un match. Qui a été très intéressant d'ailleurs contre Montpellier. J'ai trouvé qu'il avait bien dynamisé le jeu. Même si Morgan Parra a peut-être besoin de rythme, mais bon, il y en a combien Morgan Parra là? 3 matchs. Ça fait 3 matchs de suite. 3 matchs. Donc on peut faire débuter Page avec Parra sur le banc. Il peut y avoir. Alors la surprise, ça serait qu'on voit Engelbrecht, le JJ Engelbrecht, c'est-à-dire le joueur sud-africain, c'est ça. Ce joker un peu fantôme pour l'instant, il faut bien le dire, qu'on n'a pas encore vu. Non. Un passage à vide. C'est peut-être l'occasion. Donc, pour rebondir sur mon oui, mais par exemple à la charnière, je ne verrai pas le staff clermontois aligner et Page et Palmier. Non, ça sera les deux. Voilà, je pense que si on met Palmier, il faut quand même l'expérience. Oui, d'abord, et l'expérience de Morgan Parra qui pourra peut-être prendre le jeu au pied. On a vu Morgan Parra souvent quand il y a eu un jeune à l'ouverture. Souvent, c'est Morgan Parra qui a pris sur lui le jeu au pied pour les sorties de camp ou autre. Donc c'est pour ça, je vois pas Page avec Palmier ce week-end. Il y aura du roulement, c'est quasi une certitude. Et puis, on va pas parler d'impasse bien évidemment. Ils vont y aller, Clermont va y aller pour défendre le maillot, ils vont surtout y aller pour pas en prendre une sévère, je crois. Juste Christophe, on va regarder le calendrier de Bordeaux depuis le début de la saison. Ça c'est impressionnant ce que font quand même cette équipe, ce que fait cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est quand même avec des victoires et puis finalement une seule défaite, c'est à Lyon et seulement 2 points. Moi, je trouve que, alors je sais que mon voisin de droite va pas forcément être d'accord, mais qu'il y a une vraie Paturios depuis qu'il est là. Je vois du dubitatif, Christophe. Ça pourrait être le débat. Je voulais mettre la pièce juste à côté, okay. Christophe. Non, mais ça me semble évident. L'effectif a assez
peu changé finalement à l'UBB. Il y a des résultats qui me semblent différents de ce qui se passait avant. Dans le jeu aussi, on voit une UBB qui est un petit peu plus joueuse, je pense. Avec de très belles séquences. Moi, j'en reviens à ce match contre le Stade français. Avec des essais magnifiques, des Chistera, des passes dans le dos, des passes après contact. Enfin, oui, mais ça joue. Tout ça, c'est pas une patte, c'est la confiance, quoi. C'est quand Ouais. vous enchaînez les victoires, c'est toujours plus facile Évidemment. de tenter des choses. Évidemment, il faudra juger sur la durée. C'est pas un hasard de voir aux avant-postes deux clubs, Lyon et Bordeaux, qu'on peut changer leurs effectifs, qui sont un peu moins impactés que certains Qui ont moins d'internationaux, ouais. en termes de par rapport à la Coupe du Monde. Ouais, bien sûr. Et on sent que la confiance est arrivée très vite. Et ça se retrouve Oui, puis ils sur ont les quand même résultats et les prestations. étoffé leur effectif. Je prends un exemple à un poste très simple, c'est à l'ouverture. Alors il y a ce pauvre Jalibert qui s'est blessé, mais derrière il y a Botica. Ils ont quand même deux ouvreurs de très bon niveau quand même. Et Bordeaux a pu bénéficier du retour de Jalibert en début de saison parce qu'il s'est blessé il y a pas très longtemps. Sur les 5 premiers matchs, Jalibert qui est peut-être un des meilleurs ouvreurs, si ce n'est le meilleur ouvreur français en ce moment. Enfin Il est pas à la Coupe du Monde. non, bah là, il risque pas d'y aller en plus, vu qu'il vient de se blesser. Et c'est vrai qu'ils ont bénéficié aussi de cet apport de Jalibert. On a fait le tour, messieurs. On va pas pouvoir passer à l'info. Alors, l'info de la semaine, bien sûr, c'est la recrue de l'ASM Clermont, Sébastien Bézi, le Toulousain, qui sera donc clermontois la saison prochaine, le demi de mêlée. Et une question que j'ai envie de vous poser comme ça, c'est un deuxième mini-débat. Est-ce que Sébastien Bézi peut devenir numéro 1 dès la saison prochaine ? Dès la saison prochaine, je ne sais pas. Enfin, bon, déjà, c'est une... Il a 28 ans. Il a 28 ans, Il va Sébastien avoir Bézi. 28 ans, ouais. En novembre, exactement. Et Morgan Parra, lui, en a 31. Oui, il va en avoir 31 en novembre. Morgan est sous contrat jusqu'en 2022. 2022, si donc je dis pas de bêtises. ils joueraient 2 saisons ensemble. Je ne sais pas s'il y aura un numéro 1. Enfin, si, il y aura Parra serait capitaine, il sera forcément le numéro 1 la saison prochaine, quand il y aura Sébastien Bézi, quand il arrivera. Toi, tu le vois plutôt dans un rôle de Ledlow, c'est-à-dire le numéro 1 bis, quoi. Ah, c'est carrément un bis. On sort quand même d'une saison où, par la force des choses, avec la blessure de Morgan Parra sur la fin de saison Ledlow dernière, se retrouve à jouer les matchs capitaux, on n'avait pas un numéro 1 et un numéro 2. On a eu non, mais sur les matchs deux capitaux, numéros 1. on peut penser que c'est Morgan Parra qui aurait joué s'il n'avait pas été blessé. Moi, je vois, je vois la chose un peu différemment. Par rapport à la paire Parra-Ledlow et Parra-Bézi, c'est que ce sont deux profils différents. Alors que Parra-Ledlow, ce sont deux profils quasi identiques. Juste à propos de son physique, il fait 1m74, 72 kg, c'est pas un Golgoth, Sébastien Bézi. C'est pas un Golgoth, un peu dans, mais par dans contre, le moderne, c'est un puncher qui court vite, qui sait jouer les coups, qui joue beaucoup au pré, qui accélère beaucoup. Et c'est un profil qui n'y a pas trop à l'ASM. Charlie Cassan a un peu ce profil-là. Mais bon, visiblement, il a un petit peu laissé passer un peu le train, là, j'ai l'impression, et que ça va être compliqué pour lui. Et puis, il faudra un troisième numéro 9. Il en faudra un troisième. Alors, est-ce que ça sera lui? Est-ce que ça sera Kevin Vialard? Je miserais plutôt sur le plus jeune. Sur Vialard. Sur Vialard. S'il revient bien de sa blessure, grosse blessure. Oui, il a fait le croisé, donc toujours pareil. Hein, il faut une année pour retrouver son pour niveau. revenir. Mais Bézi numéro 1, j'y crois pas d'entrée comme ça. Pas tout de suite. Bézi a une qualité quand même, moi. Bézi a une qualité, comme Ledlow l'avait, cela dit, c'est de pouvoir jouer aussi, de pouvoir dépanner à l'ouverture. Il peut jouer à l'ouverture. C'est pas négligeable. Et je pense d'ailleurs qu'il a beaucoup plus de matchs. J'ai pas vérifié les stats, mais je pense que Bézi a plus de matchs à l'ouverture que Ledlow n'en avait d'ailleurs. Oui, mais Parra a joué une Coupe du Monde à l'ouverture, pas un début de finale de Coupe du Monde, pardon. Tout à fait. Manu, tu disais pas sûr, toi, pour... Oui, parce que Bézi quitte Toulouse en raison de la concurrence avec Dupont, où Dupont était clairement numéro 1. Alors je sais pas, est-ce qu'il est prêt à quitter son club où il a fait toute sa formation pour revenir avec un statut de numéro 2? Oui, mais là, il n'a pas fait le choix de la facilité quand même. Il faut donc au moins lui accorder ça. Il y avait des clubs. Tout dépend après, c'est pareil. Il sait très bien qu'il va être en concurrence avec quelqu'un qui n'a pas non plus un an de plus que, qui n'a pas 23 ans comme Dupont, je sais pas quel âge a Dupont, 24. Mais là, il va avoir affaire à. Tu penses qu'il se dit qu'il va être barré jusqu'à la fin de sa carrière s'il reste avec Dupont? Non, oui. plus que sa carrière, vu que le numéro 1 est plus jeune que lui. Oui, c'est ce que je te dis. Alors que là, il arrive dans un club où le numéro 1, il lui restera 2 saisons. Donc c'est rien. Le numéro 1 n'est pas dehors encore. 2 saisons, voire plus, on ne sait pas. Alors lui Qui part? Oui. Ah non. Morgan a toujours dit qu'il l'arrêterait avant 2023. Non, il a dit qu'il arrêterait en juin 2022. On verra, peut-être. Tu veux dire en juin 2000, pardon? Juin 2022. 2022. Okay, mais j'attends de voir la saison prochaine quand même.
Ok, très bien. On va laisser la question en suspens d'ici la saison prochaine. On suivra avec attention à la saison de Sébastien Bézi. Les top flops, on va passer tout de suite au top flop et tout à l'heure ce sera le quiz. Un quiz très spécial dont le thème sera deviné d'entrée, je vous le dis. Christophe, ton top? Mon top, c'est Alivier Raka, qu'on a fortement décrié partout après ses prestations plus que mitigées et qui s'inscrivait un petit peu dans une fin de saison dernière qui était un peu contrastée. On ne retrouvait pas le véritable Raka qu'on avait connu les saisons précédentes et en début de saison dernière. Il n'a pas tout fait de manière parfaite sur ce match contre les Tonga. Il a aussi perdu un ou deux ballons, il n'a pas toujours bien défendu. Mais on sent qu'il a retrouvé une confiance, qu'il a retenté des choses, sa course sur le premier essai de Wakatawa est magnifique, le offload pareil. Ce match va lui faire du bien. Va lui faire du bien. On n'a peut-être pas mesuré parce que c'est des garçons qui sont culturellement et par rapport à leur éducation très discrets, ils sont dans leur bulle, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. Visiblement c'était un garçon qui avait été affecté beaucoup par tous les événements qu'il y avait eu autour de lui, peut-être par sa blessure et puis peut-être par les critiques, on ne sait pas. Et là, il avait vraiment besoin d'évoluer en confiance. Je crois qu'il avait été très touché, notamment par les commentaires racistes, il faut bien le dire, au moment de sa naturalisation. Pour l'équipe de France, ouais. Absolument. Après, il y a une chose dont on a parlé déjà, mais c'est un joueur qui a un physique exceptionnel, qui a besoin de le mettre à 100% et voire même plus pour vraiment briller. Et il revenait de blessure. Donc c'est toujours très compliqué quand on est un joueur avec une explosivité telle de revenir de blessure. On ne peut pas revenir à 100% tout de suite, c'est impossible. Oui, tout à fait. Ouais. On a vu quand même sur certaines images hier, c'est vrai que pour rejoindre Christophe, il exprime très peu ce qu'il ressent, malgré tout, au niveau de son visage, de ses réactions hier, on a senti par moments du soulagement. Après le match, notamment quand il a répondu aux questions des journalistes, on a senti qu'il était heureux d'avoir fait ce match-là. On sent qu'il est libéré d'un poids. Ce match va lui faire du bien, incontestablement. Fred, ton top ? Alors je crois que ça doit être la première fois dans l'histoire du podcast que quelqu'un adresse un top à la LNR. Oui, c'est possible. J'ai cru que c'était à Mourad Boudjelal. C'est possible, c'est souvent la LNR fait souvent l'objet de flop. Là, je voulais souligner la sanction qu'a donnée la LNR vis-à-vis de Montpellier pour le dépassement du salary cap. 470 000 € d'amende pour le MHR pour le dépassement du salary cap. Enfin. Moi, j'attendrai pour attribuer un top à la LNR qu'elle sanctionne de points terrain, qui est beaucoup plus. Plutôt que financièrement. 470 000 €, un demi-million, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. 2 milliards, 350 millions d'euros. Tu parles de monsieur qui notamment les échafaudages. Ouais. Voilà, du roi de l'échafaudage. Ouais, donc oui, effectivement, ça peut paraître une paille. Quand ce genre de dépassement, de travers seront sanctionnés de points terrain en début de saison, vous partez avec 5 ou 6 points, ou peu importe, un barème, là ça aura une valeur autre pour moi. Ton top, Manu? Ce sont les promus en top 14 qui brillent cette saison. Pas un club corrézien, non? Non, pas que, mais notamment Bayonne qui est allé gagner à Agen. Déjà sa deuxième victoire à l'extérieur pour l'Aviron, qui joue sans complexe. Très bien. Non, j'allais dire merci Manu, parce que je voulais pas que t'enchaînes. Non, très beau parcours de Brive aussi. Voilà. D'accord. Franchement, bon, c'est vrai que c'est une période particulière pour les promus, ils le savaient, avec cette période de Coupe du Monde, ils sont moins impactés que certaines équipes, mais ils jouent crânement leur chance, ils ont axé leur préparation vraiment sur ce début de saison pour être prêts. Ça pourrait ne pas le faire, mais pour l'instant, les résultats sont là et bravo à eux. En tout cas, ça rend ce top 14 totalement illisible. Le classement, il faut attendre, à mon avis, la fin d'année pour déjà avoir une première sur la comète. Période Coupe du Monde, effectivement. Manu, ton flop? Alors, ce sont tous ces supporters, alors dans tous les stades, je ne vise personne, qui se mettent à siffler maintenant à la moindre décision, au moindre coup de sifflet de l'arbitre. Voilà. Alors, dans un sens, ça me rassure. Visiblement, la fédération cherche des arbitres parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Visiblement, il y en a plein les stades. Donc, que ces gens-là qui se disent visiblement connaisseurs et tout, prennent un sifflet et aillent arbitrer. Ce qui est vrai, Manu, c'est que le public siffle de plus en plus l'appel à la vidéo. Il n'y a pas que ça. Le moindre coup de sifflet, le moindre. Quand on entend certains commentaires, très franchement, ça va. Donc voilà, que les gens. Donc on lance pas des bouteilles en plastique sur les buteurs au moment qu'ils frappent. Oui. Comme dans un autre sport bien connu. Ceci dit, quoi. Non, mais c'est nous qui ras-le-bol. Voilà. Où les animaux sont derrière les grilles. On ne voit pas de quoi tu parles, Christophe. À toi, Fred? Mon flop, c'est Venceslas Loré.
Je ne sais pas si vous avez assisté à cette scène au Japon, l'après-match, qui a été un petit peu particulier, Oui. puisque vous savez, il y a cet espace, cette zone mixte où les joueurs passent et répondent aux questions de la presse. Et après le match contre les Tonga, notre ami Lauré n'a rien trouvé de mieux que de répondre. Alors, je l'ai noté, je s'appelle Groth. Voilà, 10 fois, on lui a posé 10 questions, c'était son unique réponse. Je s'appelle Groth, avec un grand sourire. Donc vous appelez ça comme vous voulez, du foutage de gueule peut-être. Alors certains disent que c'était un pari. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était un immense manque de respect. Au-delà des journalistes, c'est surtout un manque de respect vis-à-vis des spectateurs, qui Des sont lecteurs ou des et auditeurs. des lecteurs, évidemment, qui sont déjà sans doute un petit peu agacés par ce qu'ils voient sur le terrain. Donc, à mon avis, ça sert à rien Il y d'en en a rajouter. l'explication de cette phrase énigmatique là ou... Alors c'est une réplique du film les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, c'est une phrase, une réplique énigmatique du film qu'il a ressorti. Donc, peut-être était-ce à Paris, hein, mais après, encore une fois, le si- contexte, si on écrase peut-être les Tonga 45-0, on peut peut-être se permettre Non, mais comme il y avait Fred, quelques c'est-à-dire boutades que- d'après-match. Je On crois les a que là, écrasés le... 23-21. Là, on a l'impression Voilà. qu'il est arrivé parce qu'il est qualifié pour les quarts de finale. Calmons-nous, c'est quand même pas une fin en soi. Une Coupe du Monde, c'est au bout que ça se juge. Même, combien même on serait une petite équipe de la Coupe en question. On verra. On verra quand on se fera sortir la réaction qu'il aura. Christophe, ton flop. Bah, mon flop, c'est toujours la Coupe du Monde, c'est la programmation de cette Coupe du Monde qui... On a l'impression, alors on est loin, on a des milliers de kilomètres, mais c'est dilué dans le temps. Les journées qui... C'est effectivement déjà très loin, c'est le matin. Bon, ça, c'est dû au décalage horaire au Il y a Japon. ouais, mais les horaires encore, je trouve que Là, apparemment les audiences sont plutôt pas mauvaises. Il n'y a pas de solution. Le problème, c'est Mais c'est le problème inhérent au rugby qui nécessite Mais il y a- d'avoir un temps de récupération. Oui et non, Fred, Quand parce on- que j'ai l'impression parfois, il y a des matchs où il y a des jours où il n'y a pas de match, il y a des jours où il y en a deux. Ouais, on c'est essaie pas de très concentrer ça un peu lisible. plus. Puis on a du mal. Il y a eu On a des du mal. grandes injustices. Et- Souvenez-vous, les- on l'a moins constaté sur cette Coupe du Monde, mais sur la précédente, le Japon, qui avait battu l'Afrique du Sud, exploit retentissant, et 4 jours plus tard devait jouer l'Écosse, Ouais, jouer tout sa à fait. qualification contre le fameux l'Écosse. match Là, décisif. c'était Ouais. Il y a cette programmation-là, et même la programmation des matchs. Il ne faut pas oublier que tous les matchs décisifs de toutes les poules ont eu lieu sur la première journée, enfin quasiment sur la première journée. L'Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, le France-Argentine, l'Irlande contre qui Il y a ils eu ont Australie, Pays de Galles aussi. joué Écosse et l'Australie, Pays de Galles. Alors là, pour le coup, Après- c'est le tirage au sort qui Après, détermine. Le tirage au sort, il a bon dos. Tu dirais il y a des boules chaudes il y a et des des boules boules chaudes et des boules froides. Oui, l'idée, c'est peut-être Donc, effectivement de on donner sait, un on peu sait- de on sait de très bien piquance, après peut-être, que dans certaines poules, il y a des matchs qui comptent pour du beurre et qui sont pas très intéressants. Et on a l'impression que là, ça a commencé il y a... Ça va faire un mois. Non, pas tout à fait. Non, ça Pas fait tout trop. à fait. En tout cas, ce qui est sûr, Mais c'est c'est long. qu'on a hâte C'est long. de voir les quarts de finale. Voilà, pour on a l'impression voir que cette Coupe du enfin Monde va commencer au quart de finale. Tiens, Coupe du Monde juste un tour de table par curiosité, mais on répond vraiment en un mot. Est-ce qu'il y a trop d'équipes dans cette Coupe du Monde, Christophe? Non, pas trop d'équipes, mais il faudrait En un mot. il faudrait une formule plus resserrée. Ok, toi Fred. Non, il faut Non. ouvrir le rugby. Donc, au monde. vous êtes d'accord avec cette formule Q unique, mais, Oui. mais qui fait pour le coup Alors- jouer plus de matchs, quoi. Je vais juste- On a moins de doudounes, enfin de valises, je sais pas comment on peut dire, de Parlez pas victoires, de victoires très larges en tout cas sur cette Coupe du Monde que sur les Ça, c'est précédentes. certain. Je trouve. Ouais, c'est J'ai certain. l'impression que l'écart, c'est Surtout un pour petit l'équipe de peu, France, hein, pour le coup. Hein. Parce que tu Ouais. regarderas les autres nations, il y a quand même des gros cartons. ouais, moins Non. qu'avant. On a écrasé les Tonga 23-21 quand On même. parle de programmation, je vais rebondir sur un point, désolé Greg, mais alors quelque chose que je n'avais jamais vu. Nos je sais que amis ça t'a agacé, de la ça. première chaîne donc, qui Ouais. s'intéresse au rugby tous les 4 ans a diffusé la première mi-temps d'un match sur TF1. Alors c'était la semaine dernière, je ne sais plus quel jour, je dirais une bêtise, je ne vais pas me prononcer là-dessus. A diffusé le match jusqu'à la 42e minute sur TF1 et à la 42e minute on bascule. Alors ils n'ont même pas, ça s'est joué à quelques minutes. C'est Ils la auraient quand même bascule comme sur pu- France Télévisions. Oui, mais on aura rien sur France Télévisions où ils le font. Mais là, en plein match, jamais France Télévisions n'a osé faire ça encore. En plein match, on bascule, alors qu'il y avait la mi-temps 5 minutes avant. Ils auraient peut-être pu prendre leurs précautions pour changer de chaîne à ce Et moment-là. puis il y a eu l'hymne Get aussi, où ils sont revenus après un hymne de la pub en retard pour le coup d'envoi. Alors c'est vrai que dans mon flop, je suis obligé aussi d'évoquer l'histoire du diffuseur avec ses insupportables coupures pub. Et notamment celle qui intervient après les hymnes, Ouais. où avant le coup d'envoi, on revient juste quand le mec tape dans le ballon, quoi. C'est juste insupportable. Alors messieurs, on va passer au quiz désormais. Et ce quiz, le thème, vous allez le deviner pour commencer. C'est ma première question, c'est un match. C'est un match, oui. C'est un match. De rugby. Oui, mais c'est aussi une recette avec du riz soufflé. Le crunch. Oui, c'est pour Manu. C'est pour Manu. Bravo, Un point pour Manu, bravo. Qu'est-ce que ça veut dire crunch? C'est le France-Angleterre. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez ça? Craquer, non Non. Non?
Crunch. Effectivement, c'est ce gros moment de tension, c'est ce moment crucial. Exactement ce que ça veut dire crunch. Ça vous dit un peu le niveau du match en question. Donc toujours un point pour Manu. En 1992, c'est la seule fois dans un match de rugby du 15 de France où 2 joueurs du 15 de France ont été expulsés dans la rencontre, ont pris 2 cartons rouges. C'est la seule fois où les Français ont terminé à 13. Moscato, Gimbert. C'est pas Gimbert, c'est Moscato et... Moscato et Garué. Non, Ah non, Moscato et Grégoire Lascubé. Lescubé, exactement. Ça, c'est pour toi, Christophe. Un partout. Un point pour Manu, un point pour Christophe. Vous n'étiez pas nés, les amis. La première victoire du 15 de France face à l'Angleterre, c'était quand? Contre l'Angleterre, Le premier match, je vous le dis, c'était en 1906. je dirais que c'est en 27. 1927, c'est pour... c'est pour Fred. Un point. Magnifique. Quel talent. Je me demande si tu n'as pas triché. J'ai de regarder s'il y a un miroir derrière moi, si c'est passé quelque chose. Un point pour Fred, c'était le 2 avril 1927 à Colombes. Et c'est la première victoire française. Ça dure un petit moment, effectivement. 21 ans avant que les Français ne s'imposent face à... Ils ne se sont pas rencontrés 20 fois d'affilée non plus. Hein, à l'Angleterre. On aura donc cette dernière question. Juste, je vous le dis, ils se sont rencontrés plus d'une centaine de fois, la France et l'Angleterre. C'est 58 victoires pour l'Angleterre, 40 victoires pour la France et 7 matchs nuls entre les deux équipes. Avant, bien sûr, le dernier match de poule, donc de Coupe du Monde, ce week-end. Dernière question. Le dernier France-Angleterre, c'était un 44-8 sec pour les Anglais. C'était à Twickenham, c'était à Londres, c'était lors du tournoi des 6 nations. On est d'accord là-dessus? Oui. Il y a 8 points marqués par les Français et ces 8 points, ils ont été inscrits par des Clermontois. Par qui? Damien Penaud Et Parra. Lopez. et Camille Lopez. Et Morgan Parra, c'est pour Manu. La victoire est pour Manu aujourd'hui. Exact. C'est C'est vrai, Damien c'est son Penaud qui dernier marque un essai et c'est Morgan Parra qui marque une pénalité. 44-8. Ça fait quand même 2 sur 2. La victoire de Manu, voilà. effectivement, moi, j'ai pas de applaudi. point pour comme il se Penaud. doit. J'ai pas de point pour Penaud. Non, il fallait dire les deux. Ah, donc, Il fallait dire les deux. Merci messieurs d'avoir participé à ce podcast. Pas ce comme le podcast. calendrier. C'est comme le calendrier de la Coupe du Monde. C'est l'habitude. C'est l'habitude. On va se retrouver dès la semaine prochaine. Excellente prochaine. Ciao.